Allez, c'est parti pour un nouveau numéro, toujours ici dans le cadre de votre chronique Nos Voix. Mesdames et messieurs, merci de la confiance que vous placez en wise.cd. Alors, pour aujourd'hui, c'est une voix féminine, une voix qui va parler en tant que femme, mais qui parle pour la paix et qui parle pour le développement et l'implication de la femme dans le processus de paix à travers les mondes. Une femme qui est consultante en communication. Il s'appelle Joséphine Mawete, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Bienvenue dans notre chronique Nos Voix. Vous n'êtes pas à votre premier rendez-vous. Je l'annonce déjà parce que vous serez de temps en temps invité de notre chronique pour parler justement des questions qui touchent l'actualité tant nationale qu'internationale. Merci beaucoup. Vous vous sentez déjà très à l'aise. C'est une chronique. Vous allez réfléchir et parler du sujet que je vais annoncer tout à l'heure. D'accord, sans problème. Alors nous allons parler de l'implication de femmes dans le processus de paix à travers le monde. Donc les sujets, je vais le dire, c'est comment les femmes contribuent-elles au processus de paix à travers le monde. Nous allons discuter, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, avec une invitée, une femme, question de rendre hommage aux femmes pour ce mois de mars dédié aux droits des femmes. Alors je suis Mawete, vous êtes consultante en communication. En effet, je suis aujourd'hui consultante en communication. Ça fait de cela 7 ans. Je commençais ma carrière professionnelle depuis 2018 et j'ai évolué dans pas mal de structures, même dans les organisations féminines aussi, parce que il y a de cela 2 ans, j'étais sélectionnée, même nominée parmi les 50 femmes qui inspirent par le magazine Pour Elle. Mais aussi, j'ai aussi été secrétaire d'une association des femmes, des médias, du journal des presse écrites. Donc, je peux me dire que je peux même prévaloir les faits que j'appartienne dans le circuit lié aux femmes et tout ce qui va vraiment lié aux organisations féminines. Justement, votre parcours est vraiment inspirant, je présume. Joséphine Mawete, 19% de femmes contre 23% de 2021 contribuent aujourd'hui au processus de paix à travers le monde. Comment trouvez-vous ces statistiques ? 19% 2024, 23% 2021. Qu'est-ce qui explique cette baisse de participation des femmes au processus de paix à travers le monde ? Je pense que la plus grande analyse ou même le plus gros constant qu'on peut faire, c'est carrément lié à la baisse, comme vous l'avez dit, mais aussi c'est vraiment lié aux réalités. Parce que nous sommes dans un environnement où les femmes carrément ne devraient pas se laisser derrière, ne devraient pas être en laisse, parce que les processus de paix, que ce soit le processus de paix ou même que ce soit la vie politique, les femmes doivent carrément prendre les devants, prendre les dessus, prendre le devant pour s'impliquer, même s'imposer. Et il s'est fait que dans un certain cas, que ce soit dans les pays carrément du tiers-monde ou même ici en RDC, les femmes sont généralement pas associées directement. Raison pour laquelle il est important qu'elles-mêmes puissent carrément se ramener sur les tables de négociation afin de s'imposer. Il y a certaines femmes, en tout cas, qui se démarquent. Je pense que tout au long de l'émission, je vais peut-être citer quelques noms qui se démarquent dans les processus de paix, qui ramènent la chaise autour de la table de négociation. Mais il est quand même important de souligner que le plus gros problème, c'est aussi ces problèmes d'association. Joséphine Mawete, vous avez cité quelques initiatives à laquelle vous avez participé, et notamment dans la promotion de la femme ou dans l'implication de la femme dans le processus de la paix. Je vais poser cette question pour que nous mettons d'accord avec ceux qui nous suivent et par rapport au sujet de l'émission. Comment les femmes peuvent-elles contribuer alors dans le processus de paix, parce qu'aujourd'hui l'actualité nous impose, il y a la guerre un peu partout dans le monde, et comment les femmes contribuent-elles, comment les femmes s'y prennent vraiment pour pouvoir aussi participer dans le processus de paix et dans ces conflits armés. Je vais donner l'exemple d'une seule personne. Au lendemain l'idée de faire une certaine publicité, mais je citerai ici la ministre des Affaires étrangères par exemple, qui nous tous observons la ténacité de cette dame qui pour plusieurs est une bonne découverte par ses prises de parole.
Aujourd'hui, les femmes peuvent s'impliquer dans les processus de paix et carrément contribuer véritablement à travers les prises de parole comme le fait cette ministre. Mais seulement qu'elle le fait dans un cadre un peu institutionnel. Effectivement. Raison pour laquelle aujourd'hui je parle de la prise de parole, parce qu'aujourd'hui tout le monde peut prendre parole pour carrément briser un certain plafond des verres qui existent et se dire que voilà, si aujourd'hui il y a guerre dans notre pays et que la partie Est est attaquée, ce n'est pas seulement la partie Est parce que c'est le Congo entier qui est attaqué. Je dois me lever et dire que voilà, les femmes qui sont violées, parce qu'on utilise des viols comme arme de guerre aujourd'hui, cela doit être dénoncé. Et une des manières à vraiment participer à ce processus, c'est d'abord en dénonçant, mais aussi en menant un certain nombre de lobbying pour que tout le monde soit sur une même longueur d'onde. En fait. Parlant justement de lobby, avez-vous déjà participé à de telles initiatives? Oui, il est arrivé. Je crois que c'était... il y avait un sujet lié au viol d'une mineure à une institution privée à Lingola. Alors je faisais partie des associations qui ont carrément milité pour qu'il y ait une justice qui soit rendue à la fille qui était violée, parce que les garçons qui l'ont violée étaient fils des autorités. C'était en 2019 si je ne m'abuse. Donc carrément je peux me dire que j'ai déjà participé à un certain nombre de lobbies. Et qu'est-ce que ça a donné après? Est-ce que la voix de la femme a été entendue? Est-ce que vous avez arrivé à trouver la solution à ces problèmes en tant que femme? Les tribunaux de l'enfance étaient imposés, il y avait eu carrément des condamnations qui étaient tombées, mais certaines personnes étaient épargnées par rapport au pouvoir, par rapport à l'argent et par rapport à la notoriété de leurs parents. Donc comme quoi la justice n'avait pas été dite comme il se devait, les droits n'avaient pas été dits comme on le voulait, parce que l'argent, le pouvoir ou même... carrément la notoriété de la personne qui était derrière ses enfants s'était imposée. Donc il y avait une partie qui avait été condamnée et une autre qui avait été épargnée parce qu'il y avait une certaine intervention. Joséphine Mawete, dans un contexte de conflit armé, ce sont plus les femmes et les enfants qui sont des victimes, des premières victimes, je peux dire. Comment les femmes peuvent transformer cette tendance et que dans une guerre, que les femmes ne deviennent plus les premières victimes d'une guerre? Comment on peut transformer cette tendance? C'est difficile. Et ça, je n'aimerais pas dire impossible, mais c'est difficile. Selon vous? Je n'aimerais pas dire impossible, mais c'est difficile parce que, comme je l'ai dit, aujourd'hui la guerre, au-delà des armes, au-delà de tout ce qui est lié à la technique, il y a même le viol qui est utilisé. Donc déjà qu'une femme dans un secteur qui est carrément dirigé par des rebelles, les femmes ne sont pas épargnées parce que dans la tête de ces hommes, ils se disent que cette femme doit être violée. C'est un must dans leur tête au fait. Parce que si on voit seulement par les statistiques des femmes qui sont violées dans les secteurs ou encore dans les zones où il y a les conflits armés, je pense même que le rapport mapping qui avait été publié par... l'ONU, il y a même d'autres rapports qui sont sortis des journaux internationaux comme The Guardian. On voit vraiment que les femmes sont les premières cibles, mais aussi les enfants. Les enfants aujourd'hui qui sont attaqués, les enfants qui ne vont plus à l'école et qui sont même enrôlés de force à l'armée. Et dire que qu'est-ce qu'il y a à faire comme cette question-là dans les zones armées, dans les zones où il y a des conflits, ça devient difficile parce que dans les têtes des rebelles, ce sont les cibles numéro 1 pour eux. Donc, carrément, s'il y a bien des démarches à suivre, c'est plutôt de faire en sorte qu'il n'y ait plus de guerre partout dans le monde, parce que les premières victimes, ce sont les femmes et les enfants. Y a-t-il des pays qui se distinguent des pays qui accordent de l'opportunité aux femmes de pouvoir résoudre aussi les guerres à travers le monde? Non, mais il y a déjà des avancées, parce que je me rappelle, j'ai lu un rapport qui datait de 2022 où les Nations Unies relevaient le fait que déjà il y a 10 ans, il n'y avait que 23 pays qui associaient les femmes dans les processus de paix. Et 10 ans après, cette tendance avait carrément connu une hausse très importante parce qu'on est passé de 137. C'était en 2022. Aujourd'hui, en 2023, on peut bien se dire que voilà, il y a encore des avancées qui sont en train de se faire au regard des réalités dans certains pays où
avant, c'était impossible de voir un pays dirigé par des femmes. Mais aujourd'hui, on a connu avec, par exemple, le Libéria, où il y avait Ellen Johnson Sirleaf, qui était, par exemple, la Tanzanie aussi. Qui est... président de la Tanzanie, et même récemment, la Namibie, avec carrément un présidium 100% féminin, avec un gouvernement vraiment majoritairement, pas majoritairement, mais 50-50 avec les femmes, et qui ont des postes des portefeuilles très importants. Donc, carrément, on peut se dire aujourd'hui qu'il y a des avancées très significatives, mais ces avancées ne suffisent pas. Et il y a un grand travail à faire d'abord sur les femmes et pour les femmes, et même au niveau de plaidoyer à mener au niveau des autorités. Alors, selon vous, quels sont les principaux défis auxquels les femmes sont confrontées lors de la résolution d'un conflit, par exemple, ou dans un processus de paix? Quels peuvent être les grands défis? Le premier défi, je pense, c'est l'insécurité. Parce qu'on voit déjà aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans notre pays, il y a des associations qui tentent de militer pour que, à travers des plaidoyers bien sûr, pour que ces problèmes soient résolus. Je vois Madame Annie Modiki qui est vraiment au four au moulin avec des interventions peut-être à l'extérieur du pays. Mais aussi il y a des problèmes, des soucis liés aux moyens. Des soucis liés aux moyens parce que pour mener des plaidoyers, pour qu'il y ait des lobbies qui soient faits, s'il n'y a pas de financement, vous ne faites rien. Donc, carrément, les questions financières sont parmi les plus importantes aussi, parce que déjà que quand on veut participer à la paix, on tente de résoudre des problèmes qui se vivent auprès de nos sœurs ou frères déjà dans des contextes ou dans des zones carrément dominées par le conflit. Mais comment arriver à résoudre leurs problèmes s'il n'y a pas assez de moyens financiers? Donc, carrément, ce sont des problèmes il y en a beaucoup, mais des problèmes principaux qui font en sorte que voilà, qu'il n'y ait pas une grande participation dans ce niveau-là. Est-ce qu'il y a aussi la discrimination basée sur les gens peut être aussi un défi? Dans quel sens exactement? C'est-à-dire, je vais poser ma question, comment percevez-vous le fait que dans d'autres pays, la femme est totalement discriminée? Je veux dire dans d'autres religions aussi, la femme est totalement mise de côté. C'est-à-dire la femme ne peut pas, par exemple, mener des démarches pour la résolution d'un conflit. La femme ne peut pas paraître. Quel est votre point de vue par rapport à... Je pense que le problème est plus culturel. Parce qu'il y a des pays, comme vous l'avez vous-même si bien dit, la religion des pays. Mais quand on cite religion, je vois directement la Tanzanie et la Namibie où c'est carrément la religion aussi islamique. Parce que je vois qu'ils ont des foulards qu'ils portent des foulards. Mais la réalité n'est plus le même parce que les gens ont accepté d'évoluer. Mais il y a encore certaines régions où les problèmes culturels persistent. Et cela, bien sûr, ralentit le développement de la femme. Il y a encore des pays où les femmes ne sont pas autorisées à aller à l'école, les filles ne sont pas autorisées à aller à l'école. Il y a encore des pays où les femmes ne sont que pour utilité d'être des aides ménagères. En réalité, ce n'est pas mal qu'il y ait des femmes au foyer parce que, à mon âme, la vie, à mon sens, le leadership aujourd'hui, si on devait parler de leadership ou même la féminité ou le féminisme, comme certains aiment le dire, c'est avoir cette capacité de choisir ce qu'on veut. Il y a des femmes qui peuvent choisir, se dire que voilà, moi je dois travailler, faire ça ou ceci. Mais il y a aussi d'autres qui peuvent se dire que pour moi, je résume mon existence à mon appartenance, à ma famille, à mon foyer. Donc ces choix-là, déjà, la capacité de choisir dans certains pays, les femmes ne l'ont pas. Parlons un peu du Congo. On ne va pas rentrer dedans, mais on va pas rentrer dans le fond de d'autres questions. Pourquoi la femme congolaise ne peut pas s'imposer, justement dans cette question de conflit, de l'agression rwandaise, entrevoir une démarche du genre pacte social comme c'est ce que font les églises catholiques et les CC pour pouvoir mettre tout le monde sur la table et puis parler du Congo pour préserver la paix? Je l'ai dit, je pense, avec la dernière question, il y a des initiatives de la société civile qui évoluent. Il y a la directrice exécutive de l'ONG Afiama, Mme Annie Modi, qui avait mené une certaine forme de démarche en interne. Mais dire que déjà, comment créer le pacte social comme l'Église catholique,
je peux le dire ainsi, l'impact de l'Église catholique, ou même la force de l'Église catholique ne peut pas être comparée. Vous sous-estimez la force de la femme congolaise? Je ne l'ai pas dit, parce que je ne dis pas. Ne peut pas être comparé à tout le monde. Ce sont des initiatives personnelles et privées de certaines femmes, mais à un certain niveau, il faut beaucoup plus. J'ai cité des problèmes des moyens. Je pense que c'est parmi les premières causes, parce que les femmes, elles mènent des plaidoiries à leur niveau. Les femmes, vous savez, je pense qu'on va revenir seulement à ce que je disais au début. Faire des déplacements, aller jusque aux zones de conflit, il y a des problèmes d'insécurité. Vous pouvez bien aller jusque-là, mais est-ce que vous ne craignez pas pire? Les hommes le font aussi, ils n'ont pas peur de l'insécurité. C'est pas que je dis qu'elles ont peur de l'insécurité, mais il faut beaucoup plus, parce que l'Église catholique, c'est une institution. Alors, je ne vois pas pourquoi est-ce il sera question de faire une certaine comparaison, parce que là, la majorité ne le font pas. Disons, d'autres hommes non plus ne le font pas, mais là maintenant il est question de savoir, chacun sait où sa force réside, ou qu'est-ce qu'il peut faire dans ce secteur pour ce moment, et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Et les femmes en ce moment, ce qu'elles font, c'est mener des plaidoyers et même prendre la voix, mener vraiment la voix plus haute pour que certains plaidoyers aussi se font entendre. Dans un contexte de guerre, par exemple, comme ce qui se passe dans notre pays, avec l'agression rwandaise, le droit de la femme est garanti à travers le monde. Et pourquoi pas on pourrait voir des femmes congolaises qui s'imprègnent vraiment de la situation, qui prennent à bras le corps la situation la situation sécuritaire de notre pays, c'est-à-dire organiser par exemple des forums, organiser par exemple une démarche, aller rencontrer les belligérants et leur parler, parce que la sécurité de la femme est garantie, les droits de la femme est garanti, la femme elle est privilégiée, la femme elle est protégée par des lois et par des mécanismes internationaux aussi nationaux. Pourquoi pas la femme congolaise s'implique? Pourquoi pas voir la femme congolaise aujourd'hui s'impliquer aussi et mener une démarche qui peut aussi aboutir à la paix? Parce que depuis la nuit des temps, ça n'a jamais existé. Depuis que notre pays est en guerre, je veux dire depuis 92 jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas vraiment l'implication des femmes. Vous avez tout faux. Dire que les femmes n'ont jamais participé au processus de paix, c'est vraiment une grosse erreur, parce qu'il y a le processus de Sun City. Si vous allez vraiment vous documenter, vous saurez que le processus de Sun City, si c'est le processus de Sun City qui a carrément relié plusieurs grands noms de la guerre à l'époque, et même les gens au pouvoir, vous saurez que ce processus s'est tenu et carrément a pu aboutir parce qu'il y avait eu des femmes. Si vous avez bonne mémoire, je pense qu'il y a une ancienne ministre du genre à l'époque, Madame la ministre Béatrice Somé a activité, Madame Élisée Mounemboé qui a été ministre du plan, Madame, elle était aussi ministre, comment elle s'appelle encore? Il y a vraiment des noms, des femmes qui ont participé. Je me rappelle, j'ai participé à un événement, c'était à la halle de la Gombe, où il y avait ces femmes, il y a même tout un documentaire au fait qui existe, qui retrace l'histoire de ces femmes qui de base étaient de la société civile. Quand il y a eu vraiment le grand massacre, le premier grand massacre qui se passait, ces femmes ont été à la base de cette rencontre et ont fait en sorte qu'il y ait des résultats. Parce que lorsqu'on va à un dialogue, rien ne garantit que ce dialogue va aboutir. Parce que de tout le cas, chacun veut tirer le drap de son côté pour qu'il y ait plus d'intérêt ou plus d'avantages. C'est là que le rôle de la femme devient important. Effectivement, raison pour laquelle quand vous dites que voilà, il n'y a eu aucun processus qui n'a abouti parce que les femmes se sont impliquées, là c'est faux, parce qu'il y a eu des femmes qui se sont impliquées pendant longtemps pour qu'il y ait de la paix. Et même dans les parties où les conflits sont carrément aujourd'hui encore plus d'actualité, vous allez demander, on vous dira que même dans les camps des déplacés, que ce soit les organisations qui s'occupent des enfants ou des femmes, ce sont plus des femmes qui sont dans les organisations pour aider en sorte qu'il y ait des solutions.
Donc carrément, aujourd'hui, peut-être vous ne le sentez pas encore, ou encore peut-être, moi je dirais que le grand problème, le grand souci, peut-être, c'est l'écho que les femmes n'ont pas. Parce que plusieurs femmes n'ont pas cette habitude de communiquer sur ce qu'elles font, ce qui est une grossière erreur. Mais carrément... Est-ce qu'il n'est pas un problème d'égalité de sexe, par exemple? Qu'est-ce que l'égalité des sexes C'est-à-dire a à faire avec ça? c'est-à-dire, est-ce que la femme ne doit pas se comparer à l'homme, peut-être? Il y a des femmes qui se comparent à l'homme. Par exemple, là, il y a des femmes qui revendiquent aujourd'hui leurs droits, que nous avons aussi le droit de nous occuper de grands postes, nous avons aussi le droit d'être aussi les pièces motrices dans le processus, dans les postes de prise de décision. Est-ce que ce n'est peut-être pas ça le problème? Que la femme est discriminée, que la femme n'a pas de poste de décision et que la femme n'a pas ce qu'elle revendique vraiment. Ce n'est pas parce que la femme est mise de côté que la femme ne veut pas s'impliquer totalement. Ça, je ne sais pas. Je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas, je ne peux pas affirmer ce que vous pensez, mais seulement je pense que les femmes, que ce soit dans le processus où il faut occuper des postes de décision... Je vais poser la question d'une autre manière. Quelle est votre perception sur l'égalité de sexe? Moi, je ne parle pas d'égalité de sexe parce que déjà, en tant qu'homme ou femme, les femmes et même les hommes, chacun a des particularités. Et même la femme, moi, je pense à même plus d'avantages à se dire d'être femme que d'être un homme. On le voit aujourd'hui avec nos familles. Une maman peut sortir le matin, elle va chercher le pain à 5 h du matin, elle va le vendre. À 12 h, elle va au marché pour que la nourriture soit prête pour ses enfants qui reviendront de l'école. Et papa qui viendra du travail, il sera focus, il se repose, il mange, peut-être il s'endort pour le lendemain. Carrément, chacun à sa manière apporte une certaine pierre dans l'édifice de la maison. Pourquoi parler égalité alors que les hommes et les femmes peuvent bien être... Les hommes se sentent avoir plus de devoirs que les femmes. Dans le foyer, dans la société. Ça, c'est vous qui le dites. Ça, c'est mon avis. Les hommes et les femmes dans la société sont complémentaires. Et je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il faudrait parler d'égalité de sexe. Chose qui ne sera jamais possible parce que déjà, l'homme est différent de la femme par la force physique que la femme n'aura pas. Alors, parler d'égalité des sexes, je ne vois pas où devons-on mener ces débats parce que ce soit la femme ou que ce soit l'homme, chacun a ses particularités, que tous ils se complètent. On devrait plutôt parler de complémentarité. Alors, dans le secteur où on parle politique, pourquoi la femme, il doit y avoir une certaine discrimination positive parce que déjà, depuis la nuit des temps, les femmes n'étaient pas carrément associées dans tout ce qui est gestion de la chose publique. Et je pense même que peut-être, un exemple concret, un exemple plutôt banal, quand on doit sortir un nouveau gouvernement, on dit que voilà, les femmes doivent être bien représentées. Parce qu'on se dit déjà que déjà à la base, la société qui est patriarcale. À l'époque, hein, si on suit l'histoire, par l'histoire, c'était vraiment le royaume Congo et autres, chez nous peut-être au bon de nous, c'était le matriarcat. Mais la société congolaise est patriarcale où même on l'a vu pour la sortie du gouvernement Soumino, par exemple, qui a pris 4 mois parce que les responsables de partis politiques ne proposaient pas les noms des femmes, selon le président de la République lui-même. Il est important carrément de garantir qu'il y ait un certain nombre de pressions qui soient mises en place pour qu'il y ait évolution. Et cette évolution, avec cette pression, les pourcentages des femmes en politique ou même dans les secteurs des prises de décision, notamment dans le gouvernement, est passé de 11% à 19%. Aujourd'hui, on parle de 31%. Donc, à un moment, qu'il y ait une certaine forme de pression, une discrimination positive, c'est important pour que les femmes, petit à petit, puissent aussi carrément être dans certaines... Alors, vous avez évoqué tantôt les obstacles liés par exemple au financement, aussi à la sécurité de la femme. Comment les femmes peuvent surmonter ces obstacles? Selon vous, comment les femmes peuvent surmonter les obstacles liés par exemple, lorsque nous sommes dans un contexte de conflit armé, vous avez évoqué les difficultés des femmes, les obstacles les défis que les femmes peuvent rencontrer. Par exemple, les défis liés au financement, au déplacement, par exemple, vous avez évoqué la question de la sécurité de la femme et comment les femmes peuvent surmonter ces défis et ces obstacles. La première des choses à faire, c'est qu'il y ait une intensification déjà de plaidoirie.
Parce que, je pense que vous l'avez vous-même si bien dit, dans les négociations, les femmes ont une voix un peu plus forte dans un certain cas. Mais seulement, il faut que les plaidoiries puissent avoir un peu plus de haute portée. Et c'est là même que la magie, encore l'intensification de la communication doit intervenir. Et malheureusement, les questions liées au financement, les questions liées au fonds et tout ce qui va avec, resteront toujours incertains parce que il y a des organisations internationales qui, d'une certaine manière, financent un certain nombre de choses. Peut-être vous l'avez vous-même cité, vous l'avez vous-même cité que la Synco se dirige là ou là, mais vous n'avez pas vous demander qui finance la Synco. Vous voyez, ce sont des interrogations, des points ou encore des questions qui resteront sans réponse aujourd'hui parce que, par exemple, moi-même, je ne sais pas. L'Église, elle est grande, elle a ses sources de financement. Une organisation féminine n'aura peut-être pas les mêmes sources de financement que l'Église ou une caisse où on aura à aller à puiser de l'argent pour faire ceci ou cela. Donc, à un moment, il y a vraiment des mesures qui existent et les femmes, elles doivent vraiment s'y imprégner pour qu'il y ait vraiment le plus large écho et puis, pourquoi pas, mener des lobbying qui pourront faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de financements. Alors, je suis Marité, vous êtes consultante en communication. On ne va pas quand même terminer cette émission sans que vous nous glissiez un mot par rapport aux médias. Comment les médias peuvent-ils faire participer les femmes dans le processus de paix, aussi dans la résolution de conflits à travers le monde? Je pense qu'en les invitant, en mettant vraiment beaucoup de pression. Pour moi-même, je sais déjà que plusieurs femmes n'aiment pas les médias. Plusieurs femmes n'aiment pas la communication, la visibilité, parce qu'elles ont peur de... On verra à la télé, qu'est-ce qu'ils diront. On verra que je suis noire, peut-être que j'ai pas d'éclat, qu'est-ce qu'ils diront. Ils vont critiquer, ils vont dire quoi. En fait, plusieurs femmes ont peur de la critique et cela, au fait, déjà met un certain plafond de verre dans les développements. D'où les médias doivent vraiment être une source ou encore un canal qui va beaucoup, beaucoup jouer. Parce que de par la nature, les femmes n'aiment pas, certaines n'aiment pas trop de visibilité déjà par la culture et tout ce qui va avec. Donc, s'il y a vraiment un travail à faire au côté médias, c'est de pousser pour qu'il y ait plus de femmes qui soient reçues dans les émissions, plus de femmes. S'il faut même les harceler, il faut le faire dans le bon sens. Il faut vraiment faire de suivi pour qu'il y ait vraiment la grande participation des femmes dans les médias, pour qu'elles donnent leur avis, qu'elles fassent entendre leur voix. Et aux femmes, c'est une responsabilité qui doit être partagée parce qu'on ne pourra pas se plaindre éternellement en se disant que voilà, pourquoi on ne fait pas ceci pour moi, pourquoi on ne fait pas ceci pour qui que ce soit, si vous-même vous ne sortez pas de là où vous vous cachez. Donc les femmes, elles doivent vraiment aussi prendre conscience qu'il est important de communiquer, il est important de donner leur avis. Si cet avis doit être peut-être porté plus haut. Aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est devenu plus facile. À travers un tweet, par exemple, déjà, vous pouvez être lu par des milliers de personnes. Et si vous faites encore des sorties médiatiques, ça ramène encore d'autres effets. Donc, il est vraiment important que les femmes puissent prendre conscience que la communication est une force. Alors, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de l'émission, mais une dernière question. Nous sommes au mois de la femme qui va bientôt terminer. Quel est votre mot à la femme congolaise? Je pense que la femme congolaise a parcouru un grand nombre de chemins. Vraiment, c'est beaucoup d'efforts consentis, beaucoup de combats menés en peu de temps. Aujourd'hui, la société congolaise ou même le pays a une femme à la tête du gouvernement, chose qui n'était pas envisageable si on me l'avait dit peut-être en 2018. Je pense que c'était un combat, c'était plus des rêves, de voir un nombre vraiment important des femmes dans le gouvernement, même dans certains postes de décision comme mandataires et autres. Donc il y a des avancées importantes qui sont faites. Mais il ne suffit pas de se dire que voilà, il y a eu des choses qui ont été faites et tout ce qui va avec. Mais il faut se dire qu'il faut continuer à travailler. Parce que dans une société comme la nôtre, une fois que vous laissez le terrain, il y a des choses qui se passent et puis on prend votre place. Donc la femme congolaise doit ne pas arrêter de se former, doit continuer de se former, mais aussi continuer de faire valoir ses compétences. Parce que au-delà d'être une femme n'est pas une compétence. Être une femme, c'est carrément le fait d'exister comme femme, mais les compétences de la femme doivent faire valoir sa féminité. Il est important vraiment de s'imposer avec des compétences très importantes
parce que la société déjà nous juge 2 fois plus. Et en tant que femme, il faut s'imposer à travers ses compétences pour que la société puisse se dire à cette femme que je minimisais, en tout cas voilà par ses résultats, c'est qu'elle donne quand elle est au devant de la scène. Et quand une femme arrive à un poste de décision et qu'elle fait mal les choses, cela retombe sur plusieurs femmes parce que du point de vue culturel, la société a tendance à négliger ou encore à rabattre les choses, surtout quand c'est une femme. Donc carrément, il est important de mieux tracer son chemin, de se former et de s'informer surtout sur comment les choses se fassent pour ne pas être déphasées. Et c'est une chronique, habituez-vous à cette manière de faire, habituez-vous à cette manière de suivre l'émission. Nous sommes ici pour réfléchir, nous sommes ici pour creuser dans le fond. Merci d'avoir suivi cette émission, mesdames et messieurs. Je vous recommande la page wise.cd. Nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Facebook. Allez-y, abonnez-vous, partagez pour suivre plus d'émissions, pour suivre plus d'entretiens, de chroniques, comme par exemple notre chronique Nos Voix. Alors j'étais avec une femme aujourd'hui, question de rendre hommage à la femme pour ce mois de mars dédié aux droits de la femme. Je suis Moutou Plamedi, faites comme les autres, contactez le numéro qui est affiché au bas de l'écran, nous allons vous programmer pour participer à cette chronique. Merci et à très bientôt.